Voilà, on a déjà fait un peu l'introduction. C'est donc c'est suite à un voyage que j'ai fait en Finlande que le projet en fait a commencé à germer. Ce qui était remarquable en Finlande, sont des petites églises. Vous montrer, ce sont des petites églises, c'est pas vraiment des grandes cathédrales, etc., comme on peut en avoir chez nous. Ce sont des églises protestantes, donc on ne peut pas dire qu'elles sont riches à l'intérieur, mais ce qui était très particulier là, c'était l'accueil. Donc, l'église était ouverte d'abord, c'était une première chose, mais il y avait des informations sur la vie paroissiale, donc on explique un peu ce qui se passe dans la paroisse. Il y avait parfois des jeunes qui étaient là, des polyglottes, qui passaient les vacances d'été à accompagner les visiteurs. Il y avait des livres d'or, il y avait aussi des explications sur le patrimoine. Il y avait une musique de fond, il y avait un peu de fleurs, etc. Donc c'était très agréable. Et ce qui était étonnant, c'est que quand on regardait le livre d'or, c'est qu'on voyait qu'il y avait, bien qu'en Finlande, on ne voit pratiquement personne sur les routes. Donc on croit qu'on est seul au monde. On voyait que tous les jours, il y avait des visiteurs et que ces visiteurs venaient un peu de partout dans le monde. Donc, grâce à cette carte touristique, en fait, les gens arrivaient et allaient voir ce patrimoine. Bon, quand je suis revenu, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça chez nous? Chez nous, on ferme les églises. Pourtant, on a un patrimoine exceptionnel qui est bien entretenu, mais sous-utilisé. Alors ça, c'est un peu le problème que nous avons. Mais bon, quand je suis rentré chez moi, j'étais occupé professionnellement et je n'ai pas vraiment eu le temps ou l'occasion de parler de ce projet à l'une autre personne. Mais en 2005, on me demande de faire partie de la fabrique d'église d'un petit village au Brabant wallon de Saint-Remigé. C'est un village de 300 habitants, donc c'est vraiment petit, qui est une belle église en pierre de Gobertange, qui était bien entretenue. Donc la fabrique d'église a bien fait son travail. La commune a financé comme il fallait. Et voilà, on me demande de faire partie de cette fabrique d'église. Cette église est ouverte 1 heure par semaine. Alors pour moi, habitué dans les affaires, etc., à être très occupé, me dire passer mon temps pour 1 heure dans cette fabrique d'église pour 1 heure par semaine et personne qui en profite, je trouve ça fort dommage. Et dans un premier temps, j'ai décliné l'offre. Il faut savoir, si je raconte l'histoire, c'est que ça se passe. On dit qu'on ne trouve pas des gens pour rentrer dans les fabriques d'église. Sans projet, il faut bien se le dire, personne ne va faire partie d'une fabrique d'église. En tout cas, pas les gens compétents. Alors, bon, voilà. Donc, moi, en fait, je retrouve, un peu de temps après, je retrouve la carte donc, de Finlande que j'avais reçue et que j'avais gardée. Pourquoi est-ce qu'on garde les choses? Et puis, je suis allé voir sur Internet et j'ai vu effectivement que ça existait dans tous les pays scandinaves, en Angleterre, en Allemagne, etc. Je me suis informé, je suis allé à Londres, j'ai reçu des informations du Danemark et d'Allemagne, aussi en France, ça existe aussi en France, mais de façon beaucoup moins organisée. Et je suis retourné en fait revoir ces amis qui font partie de la fabrique d'église de Saint-Remigé. Et j'ai dit, écoutez, moi je veux bien faire partie de la fabrique d'église, mais alors c'est avec un projet. J'ai expliqué le projet. Et finalement, on a fait une réunion avec tout le conseil paroissial, etc. Il y avait beaucoup de monde, donc qui montre quand même l'intérêt des gens. Beaucoup de monde, et j'ai expliqué le projet, etc. Donc ouvrir les églises, faire un peu comme en Finlande. Mais alors, quand j'ai dit que c'était pour tout le pays, immédiatement les gens disaient, il est fou. Parce que les gens pensaient qu'on ferait ça entre nous. Mais comment voulez-vous mettre en valeur, faire connaître, si vous le faites tout seul? Alors donc, mais quand on a un beau projet, on a aussi des bons collaborateurs. Et donc très vite, j'ai eu de très bons collaborateurs qui m'ont accompagné pour créer la fondation qui a été créée finalement en fin 2006. Et en 2007, on a pu commencer la création de la première année de la fondation. On l'a commencé
avec un certain nombre donc on avait une centaine de membres dès la première année. Maintenant, après 5 ans, on compte plus de 250 membres et vous voyez qu'il y a une très belle répartition dans tout le pays. Maintenant, si vous regardez un peu plus grand, si on peut un peu agrandir encore, on peut aller voir un peu plus sur place. Disons que si on regarde la Wallonie, il faut remarquer qu'il y a 2 évêchés qui fonctionnent un peu mieux. C'est quand même l'évêché de Tournai et l'évêché de Liège. Et je dois dire que le support qu'on a nous-mêmes, le retour qu'on a, c'est en fait quand même principalement de ces 2 évêchés. Donc je crois que c'est aussi important que la direction s'investisse et prenne les dispositions nécessaires. Maintenant, je vais un peu vous expliquer d'abord comment on travaille. Donc, en fait, au début, on s'adressait, donc la première année, on s'est adressé aux doyennés. Donc, c'est comme ça qu'on a une belle répartition à partir de la première année. Donc, il y a 200 doyennés sur 4000 édifices religieux. Donc, c'était plus facile d'atteindre les 200 doyennés. Et donc, on a une belle répartition. Maintenant, une fois qu'on a épuisé ça, disons qu'il fallait trouver un autre système. Et on est allé... maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend contact avec les communes, donc on leur explique un peu le projet. S'ils sont intéressés, ils nous font venir une première fois de façon à ce qu'on l'explique à plusieurs échevins et au bourgmestre. Et si ça les intéresse, alors ils organisent une séance d'information où ils sont présents eux-mêmes, où ils invitent les fabriques d'églises, mais aussi alors d'autres, donc la maison du tourisme s'il y en a une, et d'autres associations socioculturelles qui éventuellement pourraient utiliser aussi, qui sont intéressés par une ouverture de l'église. Et ça, je dois dire, ce sont des choses qui marchent excessivement bien. Parce que qu'est-ce qu'on remarque ? On dit souvent que donc quand on s'adresse aux fabriques d'église et qu'on dit voilà il faut ouvrir l'église, etc., on va nous dire mais ça va coûter cher, etc. Et la commune réchigne à nous donner les sous. Donc on vient encore, Mme Leclerc l'a encore dit tout à l'heure. Mais quand on va alors voir les autorités communales, nous on voudrait bien, mais c'est quand même dur, c'est pas facile de travailler avec les fabriques d'église. Donc c'est pour ça qu'on rassemble tout le monde et qu'on explique à tout le monde ensemble qu'on explique le projet. En général, les gens sont très... Les communes, quel est le problème des communes ? Ils sont obligés de payer. Enfin, pour le moment, c'est encore ce qui se passe. Ils sont obligés de payer. Mais quand les communes payent, c'est nous qui payons. Alors, quand on garde l'église fermée, on doit savoir ce qu'on fait. C'est qu'on réserve l'usage de l'église aux seuls pratiquants. C'est quand même une partie de la population qui est réduite et qui devient un peu âgée. Disons que c'est un problème. Ça veut dire que quand on ferme l'église, on exclut toute une partie de la population, c'est-à-dire les pratiquants, les non-pratiquants, les croyants non-pratiquants sont exclus, peuvent rentrer dans l'église que s'ils assistent à un office religieux. Pourtant, la pratique religieuse change et on doit s'adapter à ce changement de la pratique. On doit accepter que tout le monde n'a pas la même façon. Tout le respect pour ceux qui aiment bien être présents aux offices religieux, mais il faut aussi avoir du respect pour les autres qui ont besoin de ce lieu et qui n'y ont plus accès. C'est une remarque que je voulais faire. Je vais passer maintenant à autre chose. Donc, on a évidemment, quand on a créé la fondation, on est allé regarder à l'étranger comment ils faisaient, et il se fait que donc partout il y a une charte. Nous en avons fait une aussi, et disons que la charte dit que pour être membre de la fondation Église ouverte, il faut s'engager à ouvrir l'édifice aux visiteurs pendant 8 semaines. Pendant 8 semaines consécutives entre le 1er juin et le 30 septembre, 3 jours par semaine, 4 heures par jour. En Allemagne, c'est 5 jours par semaine. Nous, on est redescendu à 3 jours de façon à ce qu'aussi des toutes petites communes puissent adhérer au projet. Maintenant, on dit 8 semaines consécutives. Disons qu'on peut un peu adapter parce que disons qu'on a des églises qui veulent adhérer à la fondation et qui sont ouvertes tous les week-ends de l'année. Ça fait plus de 100 jours qui sont ouverts. Disons qu'on doit être un peu plus accepté aussi. Il y en a qui nous disent, oui, mais est-ce qu'on ne peut pas être stagiaire pendant 2 ans et on verra si ça fonctionne bien. On augmentera le nombre de journées. Alors, pourquoi est-ce qu'on ferme les églises ? Parce que la peur du vol, etc. Donc,
Mais qu'est-ce qui se passe? Lucas Verhagen le dira tout à l'heure. Beaucoup de vols d'objets d'art dans les églises ne sont même pas déclarés. Pourquoi ils ne sont pas déclarés? Parce qu'on n'a pas d'inventaire. On ne sait pas ce qu'on a. Donc la première chose quand on ouvre son église, c'est être conscient des problèmes. Quand on est conscient des problèmes, on prend les solutions, on cherche les solutions. Et une des solutions, la plus élémentaire, c'est avoir un inventaire à jour. C'est difficile, ça prend du temps. Je crois qu'à l'évêché de Tournai, on prend ça à bras-le-corps et on fait vraiment de gros efforts pour aider les églises à s'en occuper. Il faut aussi veiller à la sécurisation. Et la sécurisation, c'est quoi? C'est avoir d'abord fixer les objets d'art, retirer les objets d'art qu'on ne sait pas protéger. Et contrairement à ce qu'on croit, disons qu'une église ouverte, ce sont des gens qui sont conscients, qui sont proactifs. Les gens qui sont proactifs prennent les dispositions nécessaires pour sécuriser convenablement. Les gens qui ferment leur église croient que tout est en ordre. Et donc, on ne vérifie même pas si on a de bonnes... si les fermetures sont encore à jour. Et donc, on ferme l'église, on laisse la sacristie ouverte, on laisse tout le matériel audio comme ça, sans le ranger. Mais qu'est-ce qui se passe en pratique? Le plus grand nombre de vols se font de nuit dans les églises qui sont rarement ouvertes. Donc, il faut bien se rendre compte que si... Donc, on nous dit, oui, mais on ferme l'église parce que les risques de vol, etc. Disons que si on regarde les statistiques, il faudrait faire le contraire. Donc, si on ferme son église, on doit s'engager à avoir son inventaire et à prendre les dispositions nécessaires pour la sécurisation. Donc, c'est un peu... Il faut retourner un peu... il faut un peu réfléchir et retourner la question. Ce que j'ai vu donc en Finlande, c'est pour ça que je raconte toujours un peu l'histoire de ce que j'ai vécu, c'est prévoir des outils d'information. Il faut que ce soit accueillant dans une église. Donc l'église est organisée en général pour les offices religieux. Mais maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, parfois il n'y a qu'un office par mois. Donc il faut réorganiser cet édifice d'une autre façon, réduire le nombre de chaises. Quand je vois le nombre de chaises qu'il y a dans certaines églises, et elles ne sont jamais occupées, c'est dramatique. Pourquoi ne pas retirer un certain nombre de rangées et alors faire un espace social où on peut organiser des choses, une exposition, table d'accueil avec les informations, etc. Ça ne coûte rien. Simplement, mais comment est-ce qu'on est arrivé à avoir tellement de chaises? À un moment donné, il y a des gens qui disent « Ah, monsieur le curé, les chaises sont quand même un peu vieilles, il faudrait des nouvelles chaises. » Alors, le curé, à un moment donné, avec la fabrique d'église, décide on met des nouvelles chaises. Puis à un moment donné, on livre les nouvelles chaises. Les nouvelles chaises sont amenées, on range, on met les chaises. Puis alors, il faut faire le choix. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut donc écarter les anciennes chaises. Mais enfin, monsieur le curé dit, mais elles ne sont quand même pas toutes mauvaises, donc on les garde. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? Des églises pleines de chaises avec des gens qui ne savent pas où s'asseoir. Oui, c'est important. Disons que... voilà. Donc... donc prévoir, donc veiller à ce, donc comme en Finlande, donc avoir un peu de musique de fond, c'est très agréable. Disons que c'est engageant, on sent qu'on est attendu. On va s'asseoir, parce que on ne fait jamais ça. On visite une église, on fait le tour. Quand il y a de la musique, ils font une belle musique, on va s'asseoir et on quitte rarement au milieu d'un morceau de musique. Donc, et une fois qu'on y est là, on réfléchit, on a un moment de paix, etc. Et finalement, on prie. Donc, c'est fort important. Et après ça, on regarde un peu autour de soi et on voit tout ce qu'il y a de beau à voir dans l'Église. Maintenant, avoir une information convenable qu'on va voir tout à l'heure, sur ce qui est vraiment important à avoir dans l'édifice, c'est aussi important. Mais cet accueil, c'est vraiment cette chaleur, ça c'est quelque chose qui est primordial. Et vous le retrouvez dans les livres d'or. Les gens écrivent leur appréciation positive. Et donc, c'est très engageant pour ceux qui s'occupent de l'accueil. Ils reçoivent immédiatement, ils sont en fait récompensés des efforts qu'ils font. Et ils sont fiers de voir qu'il y a des gens qui viennent de très loin. Des Syriens, des Américains, des Canadiens, un peu des gens de partout qui viennent. Donc, c'est très intéressant d'avoir un beau livre d'or
comme on va vous le montrer tout à l'heure. Un peu de fleurs, etc. aussi. Et veiller aussi, parce que ce n'est pas qu'à l'intérieur de l'église qu'il faut que ce soit bien, il faut que les abords soient aussi bien entretenus. On m'a appelé dans une paroisse parce qu'ils voulaient adhérer à la fondation en me disant « Monsieur Hunen, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ici pour le rendre accueillante, etc. » Mais l'intérieur était très accueillant, mais l'extérieur, malheur. De mauvais air partout, rien d'engageant pour rentrer dans cette église. Donc, c'est important, mais souvent, ça se fait avec l'accord de la commune. Mais la commune est très contente de pouvoir participer si au moins l'église est ouverte et qu'il y a une activité régulière. Alors, aussi, pourquoi est-ce qu'on ferme les églises? Parce qu'il n'y a pas de bénévoles. D'abord, il n'y a pas de bénévoles quand il n'y a pas de bons projets. Hein. Donc, on revient à la même chose. Donc, si on a un beau projet, on a des bénévoles. On demande... Donc, que si on veut ouvrir l'église avec des accueillants, ben, il ne faut pas que ce soit des surveillants. Parce que qu'est-ce qui se passe quand ce sont des... Allez, vous êtes dans une église, vous êtes surveillant. Vous êtes accueillant, mais qui devient surveillant. Il n'y a personne qui passe dans l'église pendant toute une journée. Ça arrive. Premier jour, c'est rien, il s'occupe à toute une autre chose. 2-3 jours comme ça, et puis ça le fatigue. Et puis, à un moment donné, voilà qu'il y a quelqu'un qui rentre. Ce qu'il fait... Et moi, je ferai ça, et tout le monde va faire ça. On va regarder la personne qui va entrer. Cette personne se sent surveillée. Donc, on la regarde de la tête aux pieds. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle part. Donc, c'est important. Mais ce que nous proposons, ou toute autre chose, parce que avoir des accueillants dans des grandes églises, c'est possible, mais il faut savoir qu'il faut parfois jusqu'à un groupe de 60 personnes pour pouvoir assurer un accueil convenable. Ce que nous proposons, c'est ceci. Donc, quand on décide d'ouvrir son église, on désigne un responsable église ouverte. C'est peut-être quelqu'un de la fabrique d'église, mais pas nécessairement quelqu'un de la fabrique d'église. C'est quelqu'un qui a une fonction différente. Sa fonction, c'est veiller justement à rendre cette église ouverte et accueillante. Accueillante pour les visiteurs, accueillante aussi pour d'autres activités. Donc, elle est en relation avec la fabrique d'église, celle-là qui est le gestionnaire du bâtiment, mais aussi en relation avec les services touristiques de la région, avec des associations culturelles, avec des écoles, etc. C'est elle qui organise, c'est cette personne-là qui organise un peu l'accueil, l'utilisation pendant la plus grande partie du temps de ce bâtiment. Si la fabrique d'église doit s'occuper de l'entretien et de la conservation du patrimoine, il y a quand même quelque chose comme on n'utilise plus vraiment l'église comme pour les offices religieux et que la plus grande partie, elle doit être utilisée pour d'autres fonctions. Il faut quelqu'un qui s'en occupe convenablement de façon professionnelle. Enfin, mieux, quoi, plus... Et cette personne-là, elle s'entoure d'un certain nombre de bénévoles, et alors ces bénévoles s'engagent à rentrer de temps en temps de façon... en passant, donc elle passe devant l'église et elle rentre de temps en temps dans l'église. Et ça, c'est un contrôle social qui est tout à fait supportable, même dans des petites paroisses de campagne. Ça, c'est quelque chose, c'est la façon la meilleure d'organiser la surveillance de l'Église. Ce qu'il ne faut pas, donc au point de vue de la sécurisation, ce qui est très important aussi, c'est quand on décide de commencer, donc quand on devient membre d'Église ouverte, qu'on décide d'ouvrir l'Église, c'est d'informer la population donc, qui entoure l'Église de façon à ce qu'elle soit consciente que l'Église sera ouverte régulièrement et qu'elle jette un coup d'œil, donc qu'elle reprenne, en fait, ce qu'on demande, c'est que les gens... Ce qu'on essaye de faire, c'est que les gens reprennent possession de leur patrimoine. Maintenant, ils se sentent exclus. Il faut bien le savoir. S'il arrive quelque chose, quand l'église reste fermée tout le temps, les gens, même les habitants tout auprès, d'abord, ils ne connaissent pas le nom de l'église. On n'avait qu'à aller demander le nom de l'église, les gens ne savent pas. Il arrive quelque chose à l'église, c'est une histoire de la fabrique d'église ou de la commune. Mais nous, ça ne nous concerne pas puisqu'on est exclus. Donc il faut essayer de faire juste le contraire, d'essayer de faire en sorte que la population se sente de nouveau acceptée et qu'elle, croyante ou non croyante, qu'elle puisse rentrer dans un lieu pour lequel elle
prend lieu, qu'elle subsidie. Donc il faut bien jamais oublier, donc moi je ne suis jamais fâché contre les administrations communales qui disent « mais non, ça suffit, ça coûte cher, c'est notre argent, que ce soit bien utilisé ». Nous avons un devoir aussi. Les fabriciens ne doivent pas croire que la conservation, c'est juste garder les choses telles quelles. La conservation, c'est veiller à une utilisation plus adéquate de cet édifice. Ce qu'on demande alors aussi aux membres, c'est d'utiliser notre logo, parce que notre logo, c'est en fait notre image vers l'extérieur. Disons qu'ici, il y a du matériel. Voilà. Qu'est-ce que nous faisons pour aider nos membres? C'est-à-dire que nous publions chaque année une carte dépliance, une carte géographique, avec donc un peu ce que j'ai reçu en Finlande, avec l'ensemble des églises, avec quelques caractéristiques de chaque église, localisation, le jour d'ouverture, etc. Un peu partout dans le pays. Donc elles sont classées par province et par code postal. Disons que c'est une carte dépliance. Ces cartes dépliances sont éditées à 90 000 exemplaires, donc elles sont distribuées chez nos membres et aussi dans les offices de tourisme. Alors, nous avons un site internet quadrilingue, parce que notre intention est vraiment de dépasser aussi un peu les frontières. C'est pour ça que le nom de site, c'est égliseouverte.eu maintenant. Si nous avons plus de 250 membres, il faut savoir qu'il y en a un en France, Notre-Dame de Blécourt, disons, voilà, un très bon premier membre, c'est un premier pas. Ce site, donc chaque membre reçoit une page sur laquelle il y a vraiment un maximum d'informations. Il y a aussi à gauche, on voit les églises ouvertes qui se trouvent dans les environs et aussi les édifices du même style architectural. Il y a aussi un volet événement, c'est-à-dire que quand les membres organisent un événement, donc ils nous le font connaître, et alors nous le mettons sur le site et aussi sur notre page Facebook. Chaque membre reçoit alors aussi une plaque façade. Sur la plaque façade, il y a notre logo évidemment, le nom de l'église, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon nombre de personnes ne connaissent même plus le nom de leur église. Disons qu'on a eu souvent le cas quand soit le journaliste qui fait la description des édifices va à un endroit et qui demande aux habitants est-ce que c'est bien l'église Saint-Georges? Les gens disent c'est pas monsieur. Donc c'est un peu le problème qu'il y a maintenant. On ne sait même pas plus, on ne connaît même plus son patrimoine. Donc c'est important d'avoir ça. Disons qu'on a aussi l'horaire d'ouverture. Là vous voyez un petit carré là à gauche. Disons que ça c'est le projet pour les mois à venir, c'est-à-dire que chaque édifice qui fait partie de la fondation recevra un code QR. Donc c'est un petit code qui avec un smartphone, donne accès aux informations sur l'édifice religieux. Comme nous avons un site en 4 langues, nous avons donc les informations en 4 langues sur chaque édifice. Et donc, via ce code, même quand l'édifice est fermé, il y aura moyen d'avoir des informations sur l'édifice. Il existe aussi il y a parfois des églises qui se trouvent le long de parcours piétonniers ou cyclistes, et disons que l'ouverture ne se trouve pas vraiment le long du parcours, mais disons que l'église est retournée, donc c'est bon de mettre la bannière alors du côté où elle est visible. Alors, je vous ai dit que c'est important d'avoir des livres d'or pour pouvoir noter ces appréciations. C'est un peu différent du livre d'intention. Disons qu'en général, le livre d'intention, c'est plutôt les gens expriment des problèmes, etc. Mais notre livre, c'est plus le côté visite qui est repris là-dedans. Donc on prévoit un très beau livre d'accueil. Pourquoi un très beau livre et pas un cahier de brouillon? Parce que l'édifice est d'une valeur exceptionnelle. Et qu'on trouve très triste de voir des églises, des édifices classés de grande valeur, et où il y a un petit livre. Allez, un cahier de brouillon pour mettre ses appréciations, ça ne va pas. Le cahier de brouillon, il
il est installé en plus sur une vieille table de cuisine. Il faut dire qu'il y a du travail, hein. On prévoit, donc comme l'église est ouverte aussi, donc en dehors des offices religieux, donc aussi pour les promeneurs, etc., les gens viennent en famille. Disons qu'il y a les jeunes enfants, et qu'est-ce que font les jeunes enfants? Quand ils circulent, ils s'embêtent très vite, et ils commencent à faire beaucoup de bruit et à faire aussi des misères. Alors on prévoit un livre de dessin pour les enfants, et je dois dire que ce livre de dessin a énormément de succès. Dans certaines églises, on découpe les plus beaux dessins, et en fin d'année, on fait une belle exposition. Chez beaucoup de nos membres, au départ, voilà, je vous ai parlé de la table de cuisine, là. Disons que pour les aider, on a aussi conçu une table d'accueil. Et sur cette table d'accueil, qui va un peu dans tous les styles, sur cette table d'accueil, il y a une plaque d'information qui reprend le plan au sol de l'église. Et alors on demande aux responsables des paroisses de nous désigner 6 ou 7 éléments de l'église, que ce soit une église musée, ou une petite église de village. 6 ou 7 éléments. Pourquoi 6 ou 7 éléments? Parce que, faites l'expérience vous-même, vous rentrez dans une église où il y a beaucoup de choses à voir, vous avez une vue générale, mais vous ne voyez finalement rien, vous ne retenez pas ce que vous avez vu. Nous, on essaye de marquer l'attention sur certains éléments importants, 6 éléments, de façon à ce qu'on retienne au moins ces éléments. C'est une table hyper moderne avec un éclairage LED, donc vous voyez qu'on s'occupe de tout. Il y a alors, on demande aussi de mettre une petite table pour les enfants, où on pourra mettre alors des crayons de couleur et le livre de dessin. Donc on prévoit aussi des folders et des fiches plastifiées, donc tout ça, ce sont des choses. Ici, je vous montre la petite église de Buisson auprès de La Roche, une petite église. Donc l'église est ouverte toute l'année durant, du matin jusqu'au soir, et c'est vraiment pour nous un modèle d'église ouverte et accueillante. Donc c'est pas vraiment une église, on ne peut pas dire c'est pas une œuvre d'art, mais l'accueil y est parfait. Vous voyez qu'à l'extérieur, il y a des fleurs, il y a donc notre plaque, on ne le voit pas, mais il y a normalement la bannière. À l'intérieur, vous voyez qu'ils ont mis une petite table pour les enfants, c'est très accueillant, et vraiment, pour nous, c'est vrai. Et quand vous rentrez dans le village, parce que c'est très important aussi, une église fermée dans un village, c'est en fait un village qui se meurt. Et donc ça, c'est pour nous, c'est très important c'est une mauvaise image qu'on donne au village. Donc c'est très important d'avoir la porte ouverte. Et même s'il n'y a personne qui rentre, pour le village, c'est important de voir cette porte ouverte. Pour les villageois, c'est important de savoir qu'il y a un bâtiment qui est ouvert. C'est notre village vit. Comme l'église se trouve au centre du village, c'est fort important. Ici, on a des membres qui disent oui, chez nous ça ne marche pas, vous avez. Mais bon, on a mis sur la porte, on a mis nos GSM de façon à ce que s'il y a un visiteur, il peut nous téléphoner. Puis ça ne marche pas. Il n'y a personne qui vient. Et puis alors ils me disent, mais ce qui est étonnant, c'est que quand on est dans l'église pour préparer l'église, pour mettre des fleurs, etc., pour un mariage, etc., ça ne rate pas, il y a toujours du monde. Alors, disons qu'on fait quelques activités pour un peu mettre en valeur le patrimoine. Donc, nous organisons chaque année un rallye touristique. On l'a fait en SB Brabançonne en 2009. Donc, du côté de Soigny, on a vu la très belle collégiale Saint-Vincent qui venait d'être restaurée. Et alors, la très belle église Saint-Martin à Auru, tout juste à côté. Vraiment, ce sont des choses, des moments d'émerveillement, des moments où on découvre on pense toujours qu'il faut aller à l'étranger, très loin, faire des grands voyages, etc. Non, restons bien chez nous, à quelques kilomètres de chez nous, il y a des choses qui sont extraordinaires. Donc, et la dernière, très très belle, le très beau rallye, c'était à Chaudfontaine. Donc on fait aussi, disons on essaie de s'adapter. Vous avez vu avec le Côte-Cuillère, disons ici, on a organisé donc un parcours GPS donc du côté de la Meuse d'Identès. Voilà, je vous ai parlé donc des Côte-Cuillère. Nous avons aussi, parce que nous croyons que faire partie d'Église ouverte, la Fondation, c'est aussi faire partie d'un club d'excellence. Donc, excellence, ça veut dire qu'on est très actif et on se met à jour dans tous les domaines, aussi au point de vue écologique. Donc, nous avons édité un guide vert. Il y en a dans
dans le hall d'entrée, donc vous pouvez vous servir. Un des événements très importants pour nous et pour tous nos membres, c'est la journée des églises ouvertes. Donc l'année prochaine, ce sera notre 5e anniversaire. Donc, on essayera de s'en faire une grande fête. On a demandé aux associations des carillonneurs de faire jouer à 2 heures, donc le 3 juin, l'après-midi, de jouer à Happy Birthday et aux autres de faire sonner les cloches. Disons que ça peut paraître un peu ridicule, mais disons que l'important pour cette journée, c'est attirer l'attention d'abord du public, mais aussi attirer l'attention des médias. Parce qu'il faut un événement important pour attirer l'attention des médias. Et ceci, je crois, va attirer l'attention des médias en général sur un patrimoine remarquable. Et nous le faisons en juin, parce que c'est le début de la période d'été, donc un moment où toutes les églises, tous nos membres ouvrent leurs portes. Disons que pour aider nos membres à organiser cette journée, nous avons aussi publié un guide que vous retrouvez aussi donc dans le hall d'entrée. Et le thème du guide, c'est « Osons ». Osons faire une fois autre chose que juste un concert. Peut-être qu'on en a déjà fait les autres années et on voudrait faire autre chose. Nous, c'est un recueil d'idées qu'on a repris un peu d'étrangers, parce qu'on fait beaucoup de copier-coller. Donc, un peu, disons que ça fonctionne bien. Tout ce qui est bien à l'étranger, on essaye de le prendre chez nous. Alors aussi, ce qui est important, j'annonce déjà, donc nous organisons régulièrement des journées d'études. Donc ici, en avril, on en a organisé une dans le Brabant flamand, à Arscott. C'est une très très belle journée d'études. Et pour l'année prochaine, je vous invite déjà tous les 300, à venir à la Paix Dieu le 28 octobre 2012. Je vous remercie pour votre attention.